rencontre avec 42 TV, un nouveau lieu à découvrir, mais savez-vous lequel? Vous devinez là où je suis? Non? Alors, un petit indice, attention. Ta-da-da-da-da. Et voilà, vous avez compris? Toujours pas? Allez, suivez-moi. Et voilà, on est arrivé. Nous allons faire la visite du musée des Verts aujourd'hui. Le musée qui est dirigé par Philippe Gastal et c'est lui qui nous fera la visite. C'est un passionné, vous allez voir, c'est magique. Allez go, on y va. Bonjour Philippe Gastal. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui donc dans l'antre, enfin dans l'histoire des Verts. Parlez-nous de vous d'abord, parce que on fera une petite visite du musée rapide tout à l'heure, mais parlez-nous de vous, de votre histoire. D'où vous vient cette passion pour la couleur verte comme ça? C'est une longue histoire, on revient souvent à l'adolescence, donc en famille, mon père en particulier, passionné de football, lui c'était le Grand Reims, c'est les années 50, et donc il connaissait bien Monsieur Batteux, et Monsieur Batteux était entraîneur de la SS de 67 à 72, et donc il m'a transmis cette passion des Verts. Très rapidement nous sommes partis à travers toute la France. Pour suivre l'équipe? Pour suivre l'équipe. Donc j'ai connu à la fois la géographie de la France, parce que des week-ends nous partions mais à Nantes, à Bordeaux, à Nice, à Marseille, un peu partout en France, et ce qui m'a permis de connaître les villes, la géographie, et puis cette passion pour les Verts. Donc les matchs de Coupe d'Europe le mercredi soir. Donc à l'époque on habitait Montpellier, il avait une 404, puis après une 504. Verte? Non, c'était tout un périple. Mais bon, voilà, c'est des souvenirs extraordinaires d'adolescence, puisque en fait vous êtes en famille et vous suivez une même passion. Et je me rappelle pratiquement, alors la nature m'a donné une bonne mémoire, c'est vrai que je me rappelle souvent les matchs où nous étions situés. Alors c'est plus facile pour moi pour raconter l'histoire maintenant, parce que quand vous l'avez vécu en direct, c'est différent. Donc, oui, c'est l'âge en fait, le recul aussi qui fait prendre conscience de ces moments qui devaient être magiques, parce qu'on le voit dans vos yeux, hein, vous êtes déjà parti dans le passé quand vous me parlez là. Ouais, j'ai beaucoup de passion dans la vie, mais bon, les Verts ont bercé une partie de mon adolescence et de la vie après. Ça m'a suivi, puisque bon, j'avais ce projet, depuis 84, j'ai intégré le club à travers une section d'associés quand je finissais mes études de doctorat en pharmacie à Montpellier. Bon, c'est comme dans la vie, il faut être là quand ça va pas très bien. Donc pour la première fois, la SS, après l'âge doré, parce que c'est vrai que de 70 à 82, mon premier match, donc en 70, mon père m'avait amené à Colombes voir une finale de Coupe de France Saint-Étienne-Nantes. Et donc de 70 à 82, j'avais l'impression que la SS ne perdait jamais pratiquement. C'est fou, j'aurais voulu vous voir dans les gradins à cette époque. C'était fantastique. Et puis il y avait, bon, c'était une autre mentalité, un autre environnement. Enfin bon, on était là dès 5 heures de l'après-midi. On va marcher un petit peu au milieu et donc en 82, bon, il y a eu une période difficile traversée par la Saint-Étienne. En 84, j'ai dit à des amis pharmaciens, c'est comme dans la vie. Alors pharmacie, pourquoi? Expliquez-nous, parce que je crois qu'en fait, vous n'étiez pas du tout prédestiné à travailler dans le milieu du sport. Non, j'ai très rapidement compris que le niveau football, bon voilà, et puis bon, pour des raisons, Montpellier est une ville universitaire, médicale, c'était médecine ou pharmacie, pour des raisons familiales, personnelles, je me suis dit, bon, je vais faire pharmacie ou médecine. Il a trouvé que c'était pharmacie parce que c'était un peu plus court comme étude. Et puis, avec des amis donc en cours d'études, l'ASS est descendue à l'étage inférieur, en deuxième division. C'était en quelle année ça? Suivez-moi Philippe, on fait le tour du musée en même temps. 84. Et je leur ai dit, c'est comme dans la vie, il faut aider, il faut être là, il faut être présent quand ça va mal. Et il n'y avait pas de section d'associés supporters à Montpellier, donc on a créé une section d'associés supporters, ce qui nous a permis de monter régulièrement avec des amis, on faisait un bus, etc. Eh bien, saison 84, 85, 85, 86, malgré que nous soyons en deuxième division, les stades étaient pleins, tous les records de spectateurs datent de cette période-là, et il y avait un réel engouement avec une équipe de jeunes dans laquelle le public stéphanois s'identifiait. C'était qui les jeunes à cette époque, rapidement, parce que juste un ou deux noms qui nous marquent sur cette période-là. Le regretté Jean-Luc Ribard en particulier. Non, je suis vieux, c'est vieux. Jean-Luc Ribard, Jean-François Daniel, Gilles Peslon. Derrière, on avait gardé Jean Castaneda et fait venir Roger Mida. C'était les deux seuls cadres. S'il y avait Didier Gilles qui était arrivé également. Mais sinon, il y avait les frères Claveloux en particulier, Jean-Philippe Primard. Donc, une équipe de jeunes. Le public s'identifiait à cette équipe.
On venait régulièrement. J'ai eu un premier poste à Monaco comme docteur en pharmacie, mais je faisais les allers-retours réguliers de Monaco à Saint-Étienne, 1000 bornes aller-retour pratiquement tous les 15 jours. Mais bon, c'était... Waouh, c'est plus une passion là, c'est une vie. Ouais, mais bon, voilà, c'était une bonne sortie. On venait en copains, des copines et tout. C'était une ambiance extraordinaire. Mais du coup, Philippe, je vous coupe parce qu'effectivement, vous êtes parti beaucoup sur le foot, alors que moi, je voulais que vous me parliez aussi de vous. Alors, je sais que votre vie, c'est le foot, mais vous. Donc, vous êtes arrivé sur Saint-Étienne à quel âge pour effectivement travailler déjà, parce que je pense que vous êtes venu travailler, peut-être pas directement dans l'environnement sportif. Et après, comment est née cette passion et cette création du musée? Parce que je crois que vous y avez participé. C'est le premier musée du football en France, c'est bien ça? Alors, parlez-nous de vous avec ça aussi. Dès 1970, vous avez compris que je venais régulièrement ici, donc je connaissais à travers les associés supporters, puisque en fait on avait pris une carte avec mon père dès 1970 à la création des membres associés, dirigé à l'époque par M. Georges Elbeck, qui était bijoutier rue des Alliés, avec Alex Mahinck et de Montessier, en fait toute cette équipe qui avait monté, voilà. Il y avait une ambiance extraordinaire. Et donc régulièrement, on montait à Saint-Étienne où on allait à l'extérieur et tout naturellement, ça faisait partie un peu de notre vie familiale. Et donc à travers la création de la section à Montpellier, je suis arrivé définitivement à Saint-Étienne au tout début des années 90. Et donc, à l'époque, c'était particulier. Il y avait Alex Mahinck, vous savez qu'on a été précurseur dans de nombreux domaines, en particulier la vidéo. Et Alex Mahinck, qui est toujours notre caméraman, filmait tous les matchs. Et donc, vous avez commenté, je crois aussi. Voilà, mais on continue à commenter là depuis les années 92 et il recherchait un commentateur pour remplacer Louis Laforge. Louis Laforge qui est valdomérien et qui a fait une très belle carrière journalistique et qui partait faire des études de journaliste. Et donc j'ai été choisi à l'époque pour commenter les matchs. Alors ils ont fait un bon choix. Je vous coupe, je suis désolée Philippe, mais ils ont fait un bon choix parce qu'aujourd'hui vous êtes un livre ouvert sur la SS. Hein. Un livre ouvert, je ne sais pas, ça m'a servi également en pharmacie, j'ai une bonne mémoire. Et puis encore une fois, quand vous avez vécu les matchs de l'intérieur en direct, ça vous marque d'autant plus que si vous étiez devant un poste de télévision. Donc, à partir de là, j'ai aidé également bénévolement sur un plan commercial. À l'époque, il n'y avait pas de régie commerciale, etc. C'était des bénévoles, le plus souvent, du club. Et moi, ça m'intéressait. J'adorais ce côté commercial, à aller voir les... Bénévolement, à cette époque-là, déjà? Oui, bénévolement. Ah oui, vous faisiez ça bénévolement. Le plus souvent, dans ma carrière à l'AS Saint-Étienne, ça a été du bénévolat. Comme je dis souvent... Quand on aime, on compte pas. Pardon ? Quand on aime, on compte pas. Non, mais je suis surtout un serviteur du club. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui se servent du club, mais moi, je suis un serviteur du club. Oh, c'est beau. Et j'y tiens. Donc, c'est tout en votre honneur, Philippe. Bravo. Mais c'est une certaine liberté. C'est comme ça que je conçois le football. Puis, vous savez, quand vous avez côtoyé des personnes comme Pierre Guichard, comme Roger Rocher, comme Pierre Garonner, qui était mon voisin Courforiel quand je suis arrivé définitivement à Saint-Étienne, Robilly et puis tous les joueurs qui m'ont connu petit pour la plupart. Donc oui, ça vous forge un état d'esprit, un caractère. Et puis dans une ville ouvrière, minière, comme j'ai connu, pour moi, c'est quelque part redonner à l'AS Saint-Étienne ce qu'elle m'a donné dans les gradins et puis à travers tout... Tiens, les gradins, on va y aller. Tiens. Tous les contacts que j'ai pu avoir parce que c'est la relation humaine. Moi, c'est ça le plus important. C'est les écouter parler de choses qu'ils ont vécues en interne et les retransmettre. En fait, j'aime bien raconter les histoires, la véritable histoire en tant qu'historien de l'AS Saint-Étienne. Un passeur d'histoire, c'est un lieu de transmission. Et je me suis toujours dit que si l'ASS devait rejoindre ce côté précurseur, à partir de là, elle devait être le premier club à se doter d'un musée. Et donc, c'est le début donc de l'histoire du musée. Déjà à la fin des années 90, à l'époque il y avait Monsieur Bompard, il y avait Gérard Soler et donc Éric Fage. Et donc on avait ce projet de musée. Et
je leur disais, voilà, il faut absolument que ce soit à Saint-Étienne que ce premier musée voit le jour. Et donc, il y a eu des aléas. C'était pas évident. Il faut qu'il y ait comment dirais-je, une unité de pensée, d'idées, en ce sens qu'il faut réunir le monde politique, le monde associatif, les dirigeants du club, même s'ils étaient directement concernés et approuvaient ce magnifique projet. Donc, il a fallu attendre 2013. Alors donc l'idée, on va passer à la salle aux gradins qui sont comment dire, réalisés dans le musée. Oui, du coup, il a fallu donc entre le moment où l'idée a été pensée et le moment où le musée a ouvert, il y a eu combien de temps qui sont passés? Moi, j'ai lu, c'est 15 ans, voilà. Ouais. Bon, je suis d'un tempérament où je lâche rien, un peu comme sur le terrain, comme les Stéphanois, sur certains matchs. Il faut rien lâcher, et c'est bien dans la mentalité stéphanoise, avec une ville encore une fois ouvrière, mineure, des sidérurgiques, des personnes qui lâchaient rien, ils savaient ce qu'était la valeur travail. À partir de là, ne rien lâcher, et donc il a fallu 15 ans pour voir arriver ce musée dans l'enceinte du stade Geoffroy-Guichard, aidé par des... Dans un virage, hein, c'est ça? Voilà, dans l'angle sud-ouest du stade Geoffroy-Guichard, aidé à l'époque également parce que à un moment donné, la mairie de Saint-Étienne n'avait pas intégré dans le musée. Il a fallu attendre la rénovation du stade Geoffroy-Guichard dans le cadre de l'Euro 2016 pour que véritablement le département de la Loire et M. Bonne à sa tête disent non mais on lie notre investissement financier pour la rénovation du stade Geoffroy-Guichard pour l'Euro 2016 à la création du musée. Soutenu par Michel Platini, Yvan Kurkovic, beaucoup d'anciens, ils ont dit il faut faire ce musée dans l'enceinte du stade Geoffroy-Guichard. Et depuis donc la création de ce musée, il y a d'autres musées du football qui se sont ouverts ailleurs ou c'est resté l'unique? Alors il y a eu un musée qui a été créé quelques années plus tard à Lyon. Après, il y a musée et musée. Si on faisait le tour, véritablement, il y a une scénographie, il y a une histoire. En plus, on l'a rénové après le Covid. C'est 800 mètres carrés, hein, c'est ça, Philippe? 800 mètres carrés, avec une touche technologique beaucoup plus importante parce que les musées évoluent. On a une lame holographique et en particulier sous la fameuse salle des poteaux carrés. Donc, on va la voir après, hein. On nous ferait voir vite fait parce qu'il faut quand même qu'on voit aussi... On l'a rénové et je pense que ça répondait à l'attente du public stéphanois et des supporters, comme déjà en 2013, parce que c'était un peu l'Arlésienne. Pendant 15 ans, nous avons attendu l'ouverture de ce musée. Du coup, Philippe, on reprend un petit peu sur l'histoire du musée, mais notamment on va revenir aujourd'hui dans le monde de maintenant. Aujourd'hui, donc en 2024, le musée, c'est combien de visites par an? Est-ce que tout type de public, j'imagine des étrangers aussi, peut-être des joueurs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui viennent visiter le musée? Alors, les joueurs, les anciens comme les jeunes du centre de formation viennent régulièrement chaque année visiter le musée. Encore une fois, c'est un lieu de transmission. Il faut qu'ils soient imprégnés de l'histoire du club et il faut qu'ils sachent que quand ils signent à l'AS Saint-Étienne, ils signent dans un club unique à part. Et il faut qu'ils soient véritablement imprégnés de cette histoire. Les nouveaux dirigeants sont déjà venus, les joueurs régulièrement, comme les anciens comme les plus jeunes. Après, il y a tout type de visiteurs. Alors au début, on était plutôt sur une jauge de 60 000 visiteurs environ qui venaient, qui franchissaient la porte du musée. Il y a beaucoup toute population confondue, tout secteur géographique confondu. Le plus souvent, c'est 60% de personnes de la région Rhône-Alpes-Auvergne et 40% tout département confondu, parce qu'on a une spécificité, c'est qu'avec les associés, il y a une représentation nationale du supporterisme stéphanois. Et ça reste cette passion pour les Verts aujourd'hui, elle est toujours aussi intacte? Elle est toujours aussi intacte. Bon, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. C'est vrai que cette remontée en Ligue 1 nous a fait un bien énorme. Mais après 2 années, 3 années même très compliquées, puisqu'on a dû essuyer la descente en Ligue 2 et auparavant le Covid. Donc tous les lieux culturels en France ont été touchés, que ce soit les cinémas, les théâtres ou les musées, avec une baisse de fréquentation assez importante, 30, 40, 50%. Donc là, on est revenu plus sur des bases de 30, 35 000.
et on espère revenir sur l'équilibre, c'est-à-dire arriver à 40 ou 42 000, je dis souvent, parce que 42 000, c'est le code postal de Saint-Étienne. Ouais, très bien, j'ai même mis le bracelet aujourd'hui. Hein. J'ai mis le maillot aussi, vous avez vu Philippe? Oui, c'est un collector. 78-79, voilà. Carrément, mais j'ai mis le collector aujourd'hui. Alors là, on va faire un petit peu le tour du musée, si vous voulez bien. Si vous pouviez nous faire voir une ou deux pièces qui sont comment dire, phares dans le musée, et nous raconter rapidement leur histoire. Oui, avec plaisir. Allez, on vous suit. On y va. Alors là, on est dans la première salle, là. Donc c'est le début de l'histoire de l'AS Saint-Étienne, donc, qui est née donc, en 1933. On a fêté dernièrement les 90 ans du club. Je vais vous parler d'une pièce qui est un peu unique, mais peut-être le plus vieux maillot, puisque en fait, avant que le club soit créé et rejoigne comment dirais-je, le secteur professionnel, donc accède au professionnalisme en 1933. Nous avions inauguré le stade Geoffroy Guichard en 1931. Et en 1931, nous avons récupéré un des maillots de 1931, qui est dans un très bon état. Donc déjà, cette couleur verte, vous savez que cette couleur verte, on l'explique au musée, correspond en fait à la couleur des stores des établissements Casino. Le premier petit magasin était de couleur verte. Donc avec la famille Guichard, ils avaient créé l'AS Casino en 1919 et donc l'AS Saint-Étienne est né en 1933 et tout naturellement avec des couleurs vertes et blanches. Je ne savais pas du tout. Merci de l'explication. On est tellement triste qu'aujourd'hui Casino ne soit plus là pour porter ses couleurs, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On passe sur quel autre souvenir maintenant, Philippe? On va essayer d'avancer un peu en fonction des visiteurs. Mais bon, si, une belle histoire. Je vais vous parler de ce maillot également. Vous voyez ce joueur, René Domingo, c'est le recordman de match sous le maillot vert, 437. 15 ans de présence sous le maillot vert, 10 ans capitaine. Et il présente là au Général de Gaulle l'équipe finaliste de la Coupe de France 1962. Et bien avant que le musée voie le jour, il m'avait dit, j'allais le voir à Clermont-Ferrand, et il me disait, Philippe, quand le musée verra le jour, tu sais que tu peux compter sur mon maillot. C'est le maillot de la finale de la Coupe de France 62 avec lequel il va soulever le trophée, puisqu'il en était donc le capitaine. Et malheureusement, il est décédé quelques semaines avant l'ouverture du musée. Et on voit toute l'admiration dans ses yeux vis-à-vis du général. Et voilà tous ses copains. Certains sont encore en vie. Et c'est une pièce qui est magnifique. C'est magique. Et toutes les pièces qu'il y a dans le musée, là, vous ont été offertes, vous sont données, enfin, vous sont prêtées. Comment ça fonctionne ? Le plus souvent, c'est vrai, c'est un rapport de confiance qui s'est instauré dans le temps. C'est vrai que j'ai connu beaucoup de joueurs petits, donc je vais leur parler... Vous n'êtes pas si vieux, Philippe ? Je vais leur parler du musée, et donc ils m'ont dit, écoute Philippe, au lieu que ça reste dans un placard, il vaut mieux que ça soit au musée. Moi, quand je viendrai en famille, je verrai la pièce que je t'ai donnée, parce que le plus souvent, c'est sous forme de don. Philippe, je crois que vous nous avez emmenés là dans la fameuse salle mythique. Donc la salle mythique, c'est quoi au musée ? Il y en a deux, il y a la salle des trophées, puis il y a celle-ci, la salle des poteaux carrés, puisque en fait, nous avons négocié avec un pool de propriétaires écossais qui avaient conservé les derniers poteaux carrés qui ont existé en Europe en 87 pour un match Écosse-Brésil. Et donc ces poteaux carrés, donc, c'est ces fameux poteaux carrés où Dominique Battenet et Jaco Santini, malheureusement, les balles sont heurtées contre ces poteaux. Nous avons rapatrié ces poteaux et on a imaginé une scénographie à l'intérieur de ces poteaux carrés. Donc, dans le cas du musée rénové, nous avons cette lame holographique et nous essayons d'expliquer en amont pourquoi on en est arrivé à cette épopée et évidemment la saison 75-76 qui est l'apogée de l'histoire de l'AS Saint-Étienne. C'est magique parce que moi je pensais pas qu'ils étaient... Vous croyez que j'arrive à arrêter là 2,44 m par 7,32 m. On a exactement respecté les dimensions et donc avec l'histoire de l'AS Saint-Étienne dans cette période-là à l'intérieur de ces poteaux carrés. Mais c'est pas plus petit maintenant les cages de foot ? C'est exactement cette dimension. Donc on s'imagine, alors voilà, sur le terrain, quand on est sur un terrain, on s'imagine, mais quand dans une pièce fermée, confinée comme celle-ci, elle paraît beaucoup plus grande.
Ah ouais, ça me paraît immense, moi. Ouais, alors nous voilà dans la salle où il y a la fameuse voiture, la fameuse Mercedes de Kurkovic, bien sûr. Mais pourquoi elle est si emblématique, cette voiture, Philippe? Il s'était fait plaisir avec les primes de la demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions qui nous propulsait donc en finale à Glasgow, donc face au PSV Eindhoven. Il avait commandé cette Mercedes. D'ailleurs, le président Rocher lui avait dit « Yvan, tu deviens un capitaliste ». Et donc, on a imaginé, Yvan, avec lequel je suis très proche, cette voiture était à Cannes. On l'a fait rénover, on l'a fait remonter ici à Saint-Étienne et on a imaginé une scénographie à l'intérieur du pare-brise où on fait parler des joueurs emblématiques. Il y a Dominique Rocheteau, il y a Laurent Paganelli, il y a Aimé Jacquet, etc. et qui nous parlent de la passion des Stéphanois et des Stéphanoises pour le football. Et donc, cette voiture, elle ne pourra plus ressortir parce qu'on l'a rentrée en premier, on l'a rentrée et après, on a fermé le musée. Vous avez construit les murs autour, presque. Presque. Et donc, un jour, la préfète était venue et elle nous avait dit « Mais c'est une plaque d'immatriculation que je ne connais pas. » Mais elle était passionnée. Mais il l'a fait... 0,1 gardien de but, Kurko et 42, voilà. Mais elle a été faite pour lui, cette plaque d'immatriculation? Oui. Il roulait avec? Non. Non, on l'a faite pour le musée. Il avait une petite immatriculation à l'époque. Mais à un moment donné, on le voit à l'intérieur de cette voiture, à l'époque, et il explique justement cette passion des Stéphanois pour le football. Et c'est très fort, avec cette voix qu'il caractérise, ça vous prend les tripes et vous dites « Ouais, le football à Saint-Étienne, c'est plus que du sport. » C'est un peu le baromètre. On le voit bien d'ailleurs, quand Saint-Étienne a gagné, les Stéphanoises, les Stéphanois, ils ont la banane le lundi. Et la semaine est différente. Nous sommes dans cette fameuse... salle des trophées, avec les 10 titres de champion de France, les 6 Coupes de France, la Coupe de la Ligue et le trophée également Challenge de France des féminines, on l'évoquait tout à l'heure. Et là, donc, dans cet espace pratiquement à 360 degrés, vous avez tous les grands moments de l'histoire de l'AS Saint-Étienne, tous les titres avec ou en iconographie, donc des images, ou également, on travaille avec l'INA, des vidéos. Et donc, les joueurs concernés par les différents titres s'incrustent là sur le sol et donc on refait un peu l'histoire des plus grands moments de l'histoire de l'AS Saint-Étienne jusqu'à cette Coupe de la Ligue en 2013 qui a fait vibrer tout un peuple stéphanois. Ok, donc on peut rester un moment dans cette salle apparemment si on veut suivre un petit peu. Ah oui, on peut y rester un moment, d'autant plus que c'est des images un peu inédites. C'est pour ça que lorsqu'on a rénové le musée, on souhaitait retrouver des images inédites. On travaille beaucoup avec l'INA. Vous avez également ici une base de données. Alors pour les plus passionnés, vous avez toutes les fiches techniques de tous les matchs de l'AS Saint-Étienne depuis 1933. Si vous leur regardez la composition de l'équipe, le nombre de spectateurs, qui était l'arbitre ce jour-là. Donc c'est vrai que c'est un musée qui allie à la fois l'aspect ludique, technologique, interactif. Donc je pense que ce musée est apprécié parce que nous répondons aux critères d'un musée de 2024. Oui, effectivement, c'est un musée moderne avec des technologies. Il est agréable à regarder. En tout cas, on n'a pas cet esprit lourd parfois qu'on imagine dans les musées. D'où le succès du musée. J'imagine. Bon, après, on passe à quelle pièce, Philippe? Ah bien, le petit bar. Voilà. C'est trop chouette. Voilà, ça fait partie un peu de la convivialité, de la proximité stéphanoise. Voilà, il y en a pas mal de supporters ou de supportrices qui sortent du musée qui me disent « Philippe, on avait envie de prendre un verre au bar. » Pose-toi, posez-vous, Philippe, on va boire un verre. On est tenté de prendre un verre. Ah mais ils sont collés. Ça fait partie de la mentalité, voilà, de l'accueil stéphanois, de cette proximité qui nous sied si bien. Et on fait beaucoup de villes en France, mais bon, Saint-Étienne, c'est unique, c'est cette convivialité dans les bons et les mauvais moments. Voilà, mais parce que ça tient à la culture stéphanoise, de par la genèse ouvrière, minière. Il y a une entraide, il y a une solidarité. Et donc, on a voulu faire ce bar, mode 70, avec cette tapisserie de l'époque. On a la télé de l'époque, on a Yves Mourouzi qui présente en particulier le journal du 12 mai 76. Ça fait du bien de remonter dans le temps comme ça.
Oui, parce que bon, ben voilà, on l'a connu, et puis encore une fois, c'est un lieu de transmission. Ici, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu également de respect des anciens. Je dis souvent aux anciens, c'est un peu leur deuxième maison ici. Ils ont eu l'honneur de porter le maillot vert, ils sont les bienvenus, toutes générations confondues. Il y en a qui ont fait une grande carrière, d'autres moins, mais moi je considère que vous ayez fait 15 minutes ou vous ayez, comme Bill Domingo tout à l'heure, 537 matchs sous le maillot vert, il y a un respect des anciens. Puis c'est une grande famille. C'est vrai que c'est une grande famille, tous ces joueurs. Ils restent tous proches les uns des autres. Ils ont toujours plaisir à se revoir. C'est toujours des moments très, très conviviaux et sympas. Et on est content de les voir ensemble parce qu'ils ont vécu des grands moments et ils nous ont fait vibrer. Bah, écoutez, merci Philippe. Est-ce qu'on a tout vu là à peu près? Est-ce qu'on pourra se permettre de continuer à faire le tour quand on vous aura laissé et prendre encore quelques photos? C'est très chouette. Une dernière petite chose, une anecdote, quelque chose qui vous a marqué dans cette période où vous avez suivi les Verts, mais qui vous est très propre, qui vous a fait ou rigoler ou pleurer, je ne sais pas. Une petite anecdote, mais qui vous vient du cœur. Un cœur vert, un cœur stéphanois. Et puis au musée, en match, il y en a tellement. On parle souvent du troisième but de Dominique Rocheteau face au Dynamo Kiev. Vous savez, ce stade Geoffroy Guichard, moi je dis souvent, c'est ce triptyque, cette trilogie qui fait la force de l'AS Saint-Étienne. C'est-à-dire un stade, un public, une équipe. Et ce public stéphanois, dans ce stade, le soir de grand match, vous avez l'impression qu'il y a comme un petit tremblement de terre. Vous avez l'impression que le couvercle de la marmite va sauter. Le chaudron. Le chaudron. Et donc, on l'a ressenti au but de Dominique Rocheteau, comme on l'a ressenti en d'autres occasions. Mais ce but de Dominique Rocheteau, ouais, il reste dans mon cœur en tant que supporter. Et au musée, pour vous montrer la différenciation, la population des personnes qui franchissent la porte du musée. Alors, il peut y avoir... Parce que c'est un supporterisme intergénérationnel. Il peut y avoir le grand-père, le père et la petite fille, et le petit-fils du moins. Mais j'ai des fois la grand-mère, la mère et la petite fille qui viennent nous visiter. Et là, vous vous rendez compte que véritablement, le football dépasse le cadre du sport. Et c'est des personnes qui viennent des fois de très très loin. Et une dernière petite question, parce que vous me parlez des femmes, justement, dans le foot, qui viennent en famille. Est-ce que le musée a une partie qui est consacrée à l'équipe des Vertes? On ne dit pas des Vertes, mais des femmes... Oui. Ah, qui a très bien commencé avec 2 victoires. Et on a tout un espace à la fin du musée qui leur est consacré, évidemment. Le club a été créé il y a peu de temps, et donc il y a une dizaine d'années. Et à partir de là, on rend hommage aux filles à travers ce mur, avec ce Challenge de France remporté. Et quand elles viennent ici, elles sont fières d'avoir une représentation. Ouais, c'est chouette. Elles font partie de l'histoire de l'AS Saint-Étienne également. Je vous charriais, Philippe, mais je trouve que c'est chouette d'avoir aujourd'hui, en tout cas, un mur pour les filles. Allez les Verts, on dit allez quoi? Allez les Verts pour les filles? Allez les Vertes. Allez les Vertes. Ok. Eh ben, merci encore à vous, c'était une très très belle visite. Et puis on vous recroisera sûrement dans l'épopée. Quand vous voulez, parce que l'histoire... Elle est très longue depuis 1933, donc ça mérite peut-être une autre visite. Oui, avec plaisir, parce que là on est un peu frustrés, on a encore plein de questions, hein, mais bon, merci en tout cas, à très vite.